Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de jeux vidéo, de manga, de cinéma, de littérature, on parle de culture. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau puisqu'on s'attaque à Pokémon. Alors oui, peut-être que certains vont tilter, on a déjà fait une émission sur Pokémon. Et on a décidé d'en faire une plus longue sur ce magnifique plateau avec de magnifiques invités. Et pour parler de ces fabuleuses créatures et leur histoire, j'ai avec moi des gens que j'ai attrapés également. Nous avons Romain de la chaîne Archeotoys. Bienvenue Romain. Merci pour l'invitation, je suis toujours là dans les bons coups. Eh bien oui, avec plaisir, tu es toujours le bienvenu. Nous avons Greg, éditeur, acteur, youtubeur, collectionneur, légende vivante. Ouais, merci. Bienvenue. Ben merci à toi de m'avoir invité. Tu es chez toi. Je dis comme voilà. C'est ça. Je suis venu chercher ma paye. Exactement. Tu es venu à chaque saison, voilà. Plusieurs épisodes. C'est ta première cette saison. On est très très content de t'avoir avec nous. Ben, je suis content d'être là aussi. Voilà. Et à côté de toi, nous avons Laurent. Bienvenue, enchanté. Fondateur de Trash et de Pokémon Trash, célèbre site et des réseaux sociaux et des chaînes YouTube. C'est ça. Voilà, à tout va. Bravo, du bon boulot. C'est ta première fois ici. Bienvenue. Oui, ravi de vous rencontrer tous. Et on va montrer que Pokémon, c'est aussi pour les grands. Exactement. Pokémon, c'est pour tout le monde. Et avant de dire que c'est pour tout le monde, et ça a touché tout le monde, on va peut-être revenir un petit peu sur comment a été créé Pokémon et avant toute chose, les gens qui sont derrière Pokémon. Est-ce que vous pouvez m'en parler, messieurs, puisque je vais introduire d'ores et déjà un superbe bouquin. C'est la biographie de Satoshi Tajiri, dont on va parler immédiatement. C'est chez Kurokawa. Évidemment, c'est Greg qui... Voilà, c'est le boulot de Greg. Donc, vas-y, je te laisse introduire. Écoute, merci. Satoshi Tajiri, donc, c'est un jeune garçon qui habite dans la banlieue dans les années 60. Et il va se... C'est un petit garçon qui est très très curieux, qui se met à étudier tout ce qu'il aime à fond. Et il va se passionner pour l'entomologie. Il va commencer à attraper des insectes, à les étudier. Il va ramener des scarabées chez lui. Il va noter un peu partout ce qu'il faut leur donner à manger, etc. Habité vers chez moi quand j'étais jeune, il y aurait eu des cafards chez lui directement. Voilà, il aurait fait. Pratique. Oui, mais enfin, il aurait aussi noté ce qu'il faut donner à manger ou pas aux cafards. Enfin, le résultat n'aurait peut-être pas été le même, mais en tout cas, voilà, il se passionne pour les insectes. Et ça, c'est quelque chose qui va le marquer toute sa vie, parce qu'il va devenir un chasseur d'insectes et collectionner les insectes, noter toutes les infos sur ces bestioles-là. Ça va le définir un peu. Beaucoup plus tard, il va découvrir les jeux vidéo avec Space Invader, etc. Et dans les salles d'arcade, il va se rendre compte, parce que c'est un analyste fou, il va se rendre compte que dans certains jeux vidéo, il y a des astuces, si on fait ça, il va se passer tel truc, etc. Donc il se dit, mais pourquoi les gens ne sont pas au courant? C'est dommage, parce qu'évidemment, dans les années 70, il n'y a pas Internet. Et donc, il dit, il faut que les gens sachent. Et il va commencer à faire son propre fanzine. Voilà, il est adolescent, il va faire son fanzine qui s'appelle Game Freak. Et donc, il va faire un fanzine dans lequel il va expliquer, voilà... Un fanzine, on rappelle, pour les gens qui ne sont pas de nos générations, qui ont peut-être oublié. Un magazine non professionnel. Voilà, un magazine non professionnel, publié parfois de manière un petit peu artisanale. Ah bah là, c'est super artisanal. Par des passionnés. Dans le bouquin, tu vois, c'est sa mère et sa sœur qui agrafent le truc. Enfin, et donc, il envoyait ça aux gens, les gens pouvaient le commander, et il se fait un petit réseau comme ça d'amis un peu partout dans le Japon. Et Game Freak devient donc un fanzine de référence sur le jeu d'arcade. Et il y a plein de passionnés de jeux vidéo qui vont le rejoindre. Et tous ensemble, au bout d'un moment, ils disent mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas nous-mêmes notre jeu vidéo, puisqu'on est super balèze en jeux vidéo? Il est important de rappeler aussi qu'à l'époque, on pouvait développer des jeux vidéo beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle les jeux dans les garages, comme on a pu le voir aux États-Unis, mais aussi au Japon. Et on avait des outils qui facilitaient vraiment le développement. Oui, il faut dire ce qui est. Les jeux vidéo, à l'époque, c'était des petits cubes. Donc, tu n'avais pas besoin de 50 graphistes pour modéliser une chaise photoréaliste, etc. C'était beaucoup plus facile. Ouais, donc, ils ont commencé à faire des jeux à 4 ou 5. Et c'est comme ça que le studio est né. Et le studio, Romain, tu peux nous en parler? Quel studio est né après ça? Alors, le studio, comme tu l'as très bien dit, Greg, ils sont très peu nombreux. Il y a notamment un de ces très bons amis qui est champion sur Xevious, qui est un jeu très à la mode à l'époque, qui s'appelle Ken Sugimori, qui est plus ou moins graphiste. Et Ken, d'ailleurs, a fait un des tout premiers guides sur Xevious, qui est un des tout premiers jeux à avoir un easter egg. Donc vraiment, on est dans la légende. Il y a beaucoup de rumeurs à l'époque dans les salles d'arcade. Et donc,
au tout début de leur quête de jeux vidéo, ils vont découvrir un outil qui est assez magique, qui est le Nintendo Family Basic, qui est en fait ni plus ni moins qu'un outil de programmation sur Famicom qui sort en 84. Et avec cet outil-là, ils vont commencer à programmer dans leur garage. On est vraiment sur un boui-boui. Leur tout premier jeu qu'ils vont appeler Quincy et qui va sortir en 89. Comme ils sont extrêmement fans de Xevious, ils tiennent vraiment à ce que soit la même société qui édite leur Quincy. Et ce sera donc Namco qui va le sortir au Japon. Malheureusement, Namco ne le distribue pas tout de suite aux États-Unis. Donc, on a Satoshi Tajiri qui dit « OK ». Il loue une voiture et il part sur la côte ouest des États-Unis pour faire la quasi-totalité des éditeurs sur un mois ou un mois et demi en voiture. Un bon vieux road trip à l'ancienne. Et il va réussir à convaincre Hudson Software qui va accepter d'éditer mondialement Quincy, qui sera quand même rebrandé avec une jaquette un peu plus macho. Voilà, on va dire ça comme ça. À la base, c'est une petite fille qui renverse des cartes. Et effectivement, c'est un peu plus costaud. Le jeu est renommé Mendel Palace. Ça va, ils vont pas en vendre des cartons, mais ça va plutôt bien marcher. Je crois qu'ils vendent 60 000 exemplaires de Quincy au Japon. Et avec ce studio amateur qui du coup est devenu professionnel par le cours des choses, il faut qu'il commence à négocier avec des grands studios. Ça va être le cas avec Sega, notamment, via Sony, pour une adaptation d'un jeu qui s'appelle le Talulu le Magicien, qui est une adaptation d'un manga de l'époque. Et puis, ils vont signer aussi pour un petit jeu qui s'appelle le Smart Ball, qui est censé être préparé par un sous-traitant. Et enfin, un jeu que Satoshi Tajiri est en train de travailler dans sa tête depuis extrêmement longtemps, une sorte de RPG avec des animaux qu'on appellerait peut-être Pocket Monster. Il le propose une première fois en 1990 à Nintendo. Donc Nintendo, pour éviter ce qui était arrivé à la deuxième génération de consoles, vérifie et valide absolument toutes les créations qui doivent passer sur ces consoles à eux. Donc du coup, Nintendo envoie Miyamoto, le créateur de Mario, mais surtout Tsunekazu Ishihara, qui est un ancien publicitaire et qui connaît plutôt bien Satoshi Tajiri. Miyamoto n'est pas tout à fait chaud pour le projet, qui au final, c'est... Là, on est en 90. On est en 90. Il faut savoir un truc, c'est que Miyamoto, il n'aime pas les RPG. Oui. C'est les RPG, il est pas... Tu vois, le succès de Dragon Quest, encore aujourd'hui, ça le laisse un peu pantois, quoi. Il ne comprend pas pourquoi les gens, ça les amuse le tour par tour et tout. Enfin, c'est un truc il l'admet, hein, il dit « je suis complètement étranger à tout ça ». Et donc, quand on lui propose un RPG qui s'appellerait Capsule Monster, dans lequel on capture des insectes, il est là « wow, où est-ce qu'on va là ?» Mais c'est ça qui est beau dans cette histoire, c'est que la légende, c'était il a vu un insecte courir sur sa Game Boy, soi-disant, et il aurait eu l'idée de Pokémon. Mais comme on le voit, il y a eu un long parcours avant. Il y a eu le magazine, comme on a dit, il y a eu des jeux qui ont été faits, et surtout, il faut le dire, vous allez sûrement en parler, mais il a dû faire des jeux pour Nintendo avant de pouvoir faire Pokémon. C'est-à-dire, on peut le dire aussi, il a été un petit peu exploité par Nintendo. On va y venir tout de suite, je pense qu'on va en parler maintenant. On va parler de toute façon de la création de Pokémon. Voilà, tu l'as amorcé. Il y a une relation étrange qui va comment dirais-je, se nouer avec lui et Nintendo. Justement, on l'a dit un petit peu avant, c'est Miyamoto qui, lui, n'est pas forcément convaincu. Donc, qui est convaincu par le projet, en fait, en 90 chez Nintendo? Alors, c'est pas que Miyamoto n'est pas convaincu, c'est qu'il n'aime pas trop les RPG. Donc, quitte à ce qu'on fasse un RPG, il faut qu'il soit parfait. Et surtout, déjà, ça devait être un jeu sur Game Boy. En 90, tu vois, la Game Boy vient de démarrer, donc ça cartonne, mais c'est plutôt une console qui accueille des petits jeux d'action. Tu as beaucoup de remakes de ce qui a été fait sur la NES, la Famicom, donc tu as un nouveau Mega Man, tu as un nouveau Castlevania, tu as un nouveau Mario. Tu as Tetris, qui a fait vendre des kilotonnes de cartouches. Et il se dit, pourquoi pas un RPG sur Game Boy, mais il faut que le jeu soit intéressant. Et donc là, va commencer ce qu'on appelle un enfer de développement, parce que ça va être des allers-retours incessants. Nintendo, à la fois, demande des changements, et tu as en même temps, de son côté, Game Freak, qui est beaucoup plus ambitieux
que ses moyens humains le lui permettent, en fait. Donc, ils sont combien à Game Freak? Tu sais, Laurent, à peu près J'ai plus le nombre exact, mais ils sont vraiment pas nombreux. Il y a vraiment 3 personnages clés. Du coup, il y a Satoshi Tajiri, il y a Ken Sugimori, et le 3e, Masuda. Voilà, aujourd'hui c'est le directeur, mais à l'époque c'était juste, il faisait un peu de tout, quoi. Il fait un peu de programmation, etc. Et ils sont une très petite équipe pour pouvoir fournir un jeu quand même assez colossal et qui va changer pour longtemps l'histoire du jeu vidéo. Et Nintendo commence à parler avec eux, etc. Mais ils mettent le projet un petit peu de côté au début, c'est ça? C'est pas vraiment de côté. C'est-à-dire que tant que c'est pas satisfaisant, il faut refaire. Voilà. Et en plus de Donc il y a des premiers essais du coup. Bien sûr, bien sûr. Mais en même 90. temps, oui, voilà. Et en même temps que Game Freak peaufine Pokémon jusqu'à ce que Nintendo l'accepte, il faut voir qu'en plus, il y a leur équipe qui compose moins de 15 personnes. À côté de ça, ils font des jeux pour d'autres éditeurs. C'est-à-dire qu'en 92, Pokémon n'est toujours pas sorti, mais ils vont faire un jeu Mega Drive, par exemple. Donc là, c'est pas pour Nintendo, du coup. Non, bien sûr que non. Non, c'est pour Sega. Ils vont faire le fameux Talulu le magicien, qui est tiré d'un manga du Jump, qui est un jeu magnifique, qui est très court, mais qui est vraiment graphiquement un des plus beaux jeux de plateforme sur Mega Drive à l'époque où il sort, et qui est vraiment une performance. Et en réalisant ce jeu-là, ils sont toujours en train de bosser sur Pokémon, et ça n'avance pas, donc ils se heurtent à plein de problèmes, parce que finalement, c'est un RPG qui est très ambitieux, et la Game Boy, c'est une machine qui est très, très limitée. Et alors, ils vont avoir énormément de problèmes techniques, mais ils ne veulent pas abandonner. Et notamment, il y a une histoire qui est magnifique, c'est que le jeu prend trop de place sur la cartouche. C'est-à-dire qu'il y a 150 Pokémon, mais tu pouvais en capturer que 20, parce qu'après, la mémoire était saturée. Et du coup, déjà, ils vont devoir négocier pour avoir une cartouche qui est plus grosse, on va dire, pour pouvoir... En termes de capacité de mémoire. Voilà. Et on leur dit, bah non, c'est beaucoup trop cher. Et au final, ils vont réussir quand même à obtenir la cartouche de bonne taille. Et à partir du moment où ils ont la bonne taille, là, ils se lâchent. Ils disent, ah bah du coup, on peut rajouter ça, on peut rajouter ça. Et Pokémon devient un jeu gigantesque. Ça part... Et ça, on est en quelle année, là? Parce que là, on est toujours entre 92 et 94. D'accord. Voilà. Donc c'est un projet qui met énormément de temps Tout à fait. en gestation. Qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir ce déblocage ce déblocage qui va faire que Nintendo va être enfin satisfait de Pokémon et va commencer à s'imaginer le vendre? À partir de 1994, Miyamoto et Tsunekazu, donc qui sont les deux coproducteurs qui représentent Nintendo, vont terminer un très gros projet qui est Mother 2. Excellent. Qui est pas le plus apprécié des Mother, mais qui est un très très gros projet pour l'époque. Et donc, une fois ce gros projet de Mother passé, ils vont avoir beaucoup plus de temps à consacrer à Pokémon. Mais malheureusement, cette conception incroyablement longue, elle coûte aussi très cher. Et donc, le studio est obligé de repasser à la caisse régulièrement et obligé également d'accepter que ses marges diminuent, par exemple, sur le merchandising. Et c'est comme ça que Tsunekazu, en 96, a récupéré quasiment 30% des droits du merchandising avant même la sortie du jeu, tout simplement parce que à chaque fois qu'il manquait un petit peu de fraîche, il était là pour remettre un peu d'argent dans la machine, histoire de faire durer cette production le plus longtemps possible. On arrive en 96, après une conception de quasiment 6 ans, où tout le monde est par terre. C'est énorme pour un jeu Game Boy, c'est énorme, oui. 6 ans. On a une petite dizaine de noms au générique. Même pour un jeu Game Boy, c'est extrêmement peu. Et donc, après tous ces retards, le jeu est censé sortir le 25 décembre 95. Et là, Tsunekazu dit « hop, on va attendre 2 mois de plus parce que mon plan marketing n'est pas prêt. » Donc là, c'est intéressant ce que tu dis, Romain, c'est... Il y avait déjà un plan marketing bien établi en amont. On est au milieu des années 90. On va être honnête, le merchandising sur du jeu vidéo à grande échelle, à grande ampleur, etc., ça marche sur des licences fortes qui sont déjà installées. Même pas, parce que c'est pas quelque chose qui est très répandu, en fait. C'est nouveau, le premier à avoir vraiment fait ça, c'est Street Fighter 2. Quand les gens sont aperçus en 93 que tout le monde était amoureux de Chun-Li, ils ont commencé à faire quelques figurines, quelques t-shirts, mais c'était encore très très rare d'avoir du merchandising de jeux vidéo. T'en avais quelques-uns dans les prize games, tu sais, les machines en arcade au Japon, tu mets une pièce, t'as la pince qui attrape des trucs. T'avais quelques peluches Mario, des trucs comme ça, mais c'était vraiment pas répandu. Et
du coup, quand Pokémon sort, on se dit, s'il y a 150 bestioles, ce serait peut-être bien de les exploiter autrement. Mais quand le jeu sort, il sort en 96 et personne l'attend. Parce qu'il arrive en 96. Alors, ça veut dire que le marketing a été pensé, mais pas pour la sortie, c'est pour l'après-sortie. Voilà, oui, c'est-à-dire qu'on réfléchit déjà à gagner de l'argent, parce qu'on en a perdu beaucoup en développement, à essayer de faire quelque chose, parce que tu arrives en 96 sur une console en noir et blanc qui te fait des petits pixels. 1996, c'est l'année où il y avait Virtua Fighter 2 sur Saturn, c'est l'année, c'était Tekken, c'était Ridge Racer. On était déjà dans la 3D. On était déjà dans la 3D. 96, ça fait déjà 1 an et demi que la PlayStation et la Xbox et la Saturn, sont sortis. Et là, on te propose ça. C'est pas possible. Donc le jeu sort, alors pas dans l'indifférence générale, parce qu'il s'en vend quand même quelques dizaines de milliers, mais c'est pas encore un succès. Les gamins jouent avec, ils trouvent ça bien, mais sans plus. Et Laurent, tu disais tout à l'heure, tu parlais un petit peu du fait qu'il soit fait un peu exploiter, entre guillemets, par Nintendo. On le voit, comme Romain le disait, la marge sur le merchandising qui a été rongée, etc. Est-ce que tu penses que c'était quand même prémédité tout ce succès par la suite par Nintendo, ou ils se sont dit c'est juste au cas où? Ça, c'est une bonne question, mais ça fait partie dans les alcôves, on n'a pas l'information. En tout cas, ils ont très bien négocié Nintendo. On le sait aujourd'hui, Pokémon, c'est une entreprise gigantesque. On imagine qu'il y a des conflits aussi entre les 3 acteurs qui sont aussi en créature. Inks, qu'on entend moins parler, mais c'est aussi un des gros. C'est eux qui modélisent Pokémon. Ils ont beaucoup d'importance dans la création. Ils sont là depuis le début également. Ils sont là depuis le début. Il y a Game Freaks et il y a Nintendo. Et effectivement, normalement, c'est un tiers, les 3. Mais dans la façon dont ils font les holdings, etc., on pense, Nintendo a bien joué son coup. Est-ce qu'ils ont prémédité le succès? Ça, c'est la grande question. En tout cas, ce qui va vraiment faire le déclic, ça va être dans les salles d'arcade, cette rumeur qu'il y a un easter egg caché, un Pokémon que tout le monde va vouloir avoir et qui va faire les bruits de couloir qui vont faire le succès du jeu. Où est Mew? Est-ce que Mew existe? C'est ça Ça, c'est une grande rumeur. Et on est avant Internet. C'est du bouche à oreille. C'est dans les magazines. Dans les cours de récré. Et je pense que vraiment le Big Bang de Pokémon, c'est la cour de récré. Il y a un truc qui fait exploser le truc. Et c'est le manga aussi. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que le manga est ce qu'on appelle en anglais un silent hit. C'est-à-dire qu'il s'en vend quelques dizaines de milliers, mais les ventes continue, elle ne s'effondre pas en fait. Alors c'est un manga qu'on a vu en France ou pas? Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que comme le jeu vidéo continue à se vendre bien chez les enfants, tu as un magazine de référence au Japon qui s'appelle le CoroCoro. Le CoroCoro Comic, qui est en fait un magazine pour enfants. C'est vraiment le pif gadget japonais. Et ce magazine, c'est vraiment un magazine qui depuis toujours surfe sur les tendances. Si tu en entends parler à la cour de récré, c'est dans CoroCoro Comic. Là, par exemple, tu vois, en ce moment au Japon, CoroCoro Comic, ça va être surtout Fortnite, Minecraft, tout ce que les petits Japonais kiffent, quoi. Et donc, à l'époque, c'est des chasseurs de tendances. Donc, c'est là-dedans que tu as le manga de Super Mario, tout ça. Et ils disent, Pokémon, ça a l'air de bien marcher cette licence, on va licencier. Et on va en faire un manga. Là aussi, ils ont été très intelligents. Comme tu l'as dit, c'est des chasseurs de tendances. C'est des chasseurs de tendances chez les petits. Alors, chasseurs de tendances, mais aussi, j'ai envie de dire, caisse de résonance également. Parce qu'une fois que ça arrive dans le magazine, on sait que ça va avoir une résonance beaucoup plus grande. C'est ça. Alors, moins aujourd'hui, parce que, comme on l'a dit, il y a Internet, etc. Mais à l'époque, les enfants des villes servent de propagateurs au phénomène de cours de récré que CoroCoro récupère, mais dans le magazine. Et le magazine, après, est diffusé dans tout le Japon. Et les gamins des campagnes disent « Ah, machin, t'as vu, il joue à ça ». Et donc, Pokémon gagne en popularité, d'autant plus que le manga donne beaucoup d'ampleur au scénario du jeu, qui finalement est assez succinct. Ça donne un background. Ça donne un peu plus de background, parce que c'est vrai que c'est plus le cas aujourd'hui, mais le premier Pokémon, c'est un jeu qui est très riche en termes d'univers, mais les dialogues sont assez succincts. On dit, voilà, fais ci, là t'es devant une tombe, mon Pokémon est mort là. Donc après, c'est à toi de t'imaginer qu'il y a un cimetière, il y a un machin. Enfin, il y a tout un univers Pokémon qui est super pour l'imaginaire des gamins, et ils ne demandent qu'une chose, c'est un manga pour être dedans. Et puis surtout, ce manga est créé avant tout le reste. Avant la série animée. Avant les cartes, etc. Donc du coup, il s'affranchit de tout ça, et c'est un manga, c'est vraiment de la bagarre avec des monstres. C'est-à-dire que Pokémon,
c'est Pocket Monster. Donc vraiment Il faut le dire, Pocket Monster, c'est le nom japonais de c'est Pokémon. le nom japonais. Ça s'est appelé Pokémon plus tard, mais tous les gamins réduisent en disant Pokémon, mais c'est Pocket Monsters. Tout comme les gamins japonais disent Dracway au lieu de Dragon Quest, par exemple. Ou nous, on dit FF au lieu de Final Fantasy. Donc Pocket Monsters, c'est confié chez CoroCoro Comics à un journaliste qui s'appelle Hidenori Kusaka, qui est en fait quelqu'un qui est plutôt à écrire des articles, et on lui dit bah tiens, tu vas scénariser le manga sur Pocket Monster. Lui, c'est un fan de kaiju. Il dit Pocket Monster, c'est un truc de monstre. Donc il fait un manga où il y a de la bagarre de monstres et tout, et les gamins accrochent. Et c'est assez, c'est hard. Hein, c'est un peu plus violent que le dessin animé. Voilà, il y a des Pokémon qui sont découpés en rondelles, ça voilà, crache on du est feu. loin de la série animée qu'on va connaître par la c'est du kaiju. Donc alors ça reste pour enfants, bien entendu. Mais c'est de la bagarre de monstres, quoi. Il y a un petit côté Godzilla. Le manga arrive en quelle année? En 96 également? Il arrive en 96. Hein, pardon, excuse-moi. Il arrive en 97, quelques mois après la sortie du jeu vidéo. Et un mois ou deux après le manga, sort le dessin animé. Voilà. Parce que, évidemment, comme CoroCoro Comics avait repéré le jeu vidéo, CoroCoro Comics, c'est édité par un éditeur japonais qui s'appelle Shogakukan, et Shogakukan possède la société de production qui s'appelle Shopro. Et Shopro, c'est pareil, c'est des gens qui sentent les tendances pour les enfants et qui vont faire les dessins animés. Tu vois, c'est eux qui font Beyblade, c'est eux qui font tous ces trucs-là. Donc ils disent, ah, Pokémon, il se passe un truc. Mais ça a été extrêmement rapide alors. Oui. Parce que là, on parle d'un jeu qui sort quelques mois après. Il y a le manga encore. Le manga. Or, quelques mois, c'est plutôt 8 mois que 4, tu vois. Non, mais tout à fait. Et après, dans l'enchaînement, on a un animé qui arrive extrêmement rapidement. Là, le moment où le manga arrive, se diffuse, etc., c'est à ce moment-là que pète Pokémon, on peut le dire. C'est plutôt au niveau du dessin animé et des cartes à jouer. C'est-à-dire, le manga va faire un socle solide pour que tout le reste se pointe dessus. D'accord. Mais le manga reste le premier produit dérivé du jeu vidéo. Donc il fait un socle solide pour qu'après viennent s'appuyer le dessin animé et les cartes à jouer. Et là, c'est l'explosion. Là, c'est l'explosion. Romain? Et Pokémon, c'est aussi beaucoup d'effets d'annonce. Effectivement, on va parler très très tôt de Mew dans CoroCoro dès le mois de mai. Au mois d'octobre, on annonce les cartes. Et puis début 97, arrive le dessin animé qui préfigure déjà une hypothétique suite, qui serait donc Pokémon 2, qu'on annonce déjà pour la fin 97. En fait, ça se répond dans les médias. C'est-à-dire qu'on a le jeu vidéo, on a le dessin animé qui va annoncer peut-être un futur jeu vidéo, etc. etc. Ça se répond en fait, Ishihara contrôle tout. Tu peux rappeler qui c'est? C'est le président de le fameux coproducteur au début qui, peu à peu, finit par récupérer le bébé, qui est maintenant tellement prépondérant sur la licence qu'on a une tendance à le confondre avec Satoshi Tajiri. C'est vraiment l'empereur des Pokémon, le président de la Team Rocket. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment, tu as commencé à le dire, mais on n'a pas vraiment détaillé. En fait, tu as le triptyque qui gère Pokémon, tu as donc Game Freak, qui est le studio de développement, et donc Tsunekazu Ishihara, qui était avec Miyamoto, le producteur chez Nintendo, va fonder une société qui va s'appeler Creatures, qui est en fait une société conçue pour gérer les droits de Pokémon. C'est quoi? C'est fou, quoi. Voilà. Est-ce que c'est inédit d'avoir une licence qui génère... Ça ressemble un peu à Lucasfilm, en fait. Voilà. Ça ressemble un peu à Lucasfilm. Dans le jeu vidéo, c'est inédit. Je pense que oui. Voilà, parce que là, on part quand même de quelque chose. On part d'un jeu vidéo. Depuis tout à l'heure, ça fait déjà à peu près 15 minutes ou 20 minutes qu'on parle. On parle d'un jeu vidéo, et là, on va arriver à des choses peut-être que même des gens n'ont pas connu le jeu vidéo. Toi, Laurent, tu es plus jeune que nous. Est-ce que tu as connu d'abord Pokémon par l'animé, par le jeu vidéo, par les cartes? Ce qui est bien, c'est que là, on parle d'une longue... plutôt, c'est assez rapide, ça monte assez rapidement, mais en France, on a tout eu d'un coup. Je m'en souviens, dans les magazines, ça parlait de Pokémon qui va bientôt arriver, dans le Joypad, de souvenirs. Voilà, j'étais en mode, Greg est là. J'étais en mode, c'est le jeu que je veux. Et je me souviens de mon petit frère qui arrivait tout, j'ai réussi à avoir Pokémon. Bon, je lui ai piqué. et c'était vraiment le jeu qui est attendu. Et tout est arrivé en même temps. On a eu ce phénomène, cette vague de fond qui est arrivée en France, et c'était incroyable. C'est très cool que tu nous dises ça, parce que justement, j'aimerais qu'on parle de l'arrivée de Pokémon en France. Comme tu l'as dit, on a tout eu en même temps, mais on a eu tout plus tard. On a eu tout en 99. Oui. On a failli ne jamais l'avoir d'ailleurs. Hein. Et pourquoi? Parce que quand Pokémon sort au Japon, donc le dessin animé démarre, pareil, la production a été un peu chaotique. Jusqu'au dernier moment, les Pokémon devaient parler. C'est le producteur qui a dit ouais, mais
si les Pokémon parlent, essaye, dis Pika Pika pour voir. Et c'est comme ça que les Pokémon se retrouvent à dire leur nom au lieu de parler. Parce qu'ils ont essayé de faire un truc un petit peu différent. Et donc la production du dessin animé démarre, donc ça marche plutôt bien. Et il y a l'épisode, le fameux épisode avec Porygon, l'épisode interdit, où justement il y a des flashs de lumière qui vont révéler, qui vont révéler qu'il y a énormément d'enfants photosensibles au Japon. Voilà. Et donc, ça devient, je ne sais pas si vous l'avez pour l'archive, ça devient Nintendo fait faire des crises d'épilepsie aux enfants dans le monde entier. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, que ce soit en France, mais même en France. Tous les pays. Oui, moi je me rappelle de cette polémique. Au JT bien de sûr. France 2, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, ils disent des créatures mystérieuses du japonais Nintendo font des crises d'épilepsie aux enfants. Voilà. Tu ouvres le JT là-dessus. C'est très important de rappeler quelque chose aussi, encore une fois, je suis désolé de contextualiser, c'est que le jeu vidéo dans les années 90... C'était mal. C'était mal et c'était vraiment... on avait toute une campagne de sensibilisation à l'épilepsie parce que... à cause de ça. À cause de ça, on a vraiment pris énormément de précautions. C'était quelque chose de... Voilà, on avait des véritables craintes. Hein. Et d'ailleurs, enfin, rétrospectivement, ça a été très important cet accident parce que ça a remis en avant toute la photosensibilité. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était. Clairement. Il y a plusieurs centaines de milliers d'enfants qui étaient photosensibles qui ne le savaient pas. Ça a été repris dans les Simpsons, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Et il y a plusieurs centaines de milliers d'enfants qui étaient photosensibles. Ça n'a jamais été détecté. Donc, Pokémon ne rend pas épileptique. Pokémon, avec ses flashs, a déclenché des crises d'épilepsie chez des gens et ça a peut-être même sauvé des vies. J'exagère un peu, mais ça a peut-être sauvé des vies. Parce que la photosensibilité, comment ça se déclenche en général? Tu es en bagnole, tu conduis plein soleil sous les arbres et le défilement des branches d'arbres fait clignoter, hop, tu fais une crise d'épilepsie, accident, t'es mort. Voilà. En général, c'est comme ça qu'elle se déclenche. Donc là, on parle quand même, de 800 hospitalisations au Japon, donc ça rigole pas. Et surtout, il faut comprendre d'où ça vient, quoi. On supprime la série, en fait. Ouais. La série s'arrête. La série est mise en pause. Il va y avoir une très grosse pression des fans pour que Pokémon revienne, sachant qu'à l'époque, on attend déjà Pokémon 2. On a vu le premier Pokémon de la nouvelle génération dans le pilote de la série, avec... qui s'envole à la fin. On a également Togepi à partir de l'épisode 51, qui fait partie de la nouvelle génération. Donc il y a cette attente-là, et la production va se relancer avec un épisode spécial dans lequel les producteurs remercient les fans, grâce à qui Pokémon a réussi à survivre. Et puis on attend pour cette fin 97 ce nouveau jeu Pokémon 2 qui est annoncé en démo jouable au Super Nintendo World, si je ne dis pas de bêtises. Un salon Nintendo au Japon. Un magnifique salon. M6 était sur place à l'époque. Ils avaient fait un superbe documentaire sur ces drôles de Japonais qui attendaient 1h30 pour jouer simplement quelques minutes à un jeu vidéo. Et au final, le jeu tel qu'il sera joué en novembre 97 au Japon n'a rien à voir avec le Pokémon or et argent qu'on connaîtra, puisque après cette démonstration sur une démo jouable, Game Freak décide de tout arrêter et de tout reprendre quasiment à zéro sur ce Pokémon 2. Alors pourquoi? Ce qui crée la surprise. C'est les rois du pétrole, ils peuvent se permettre un peu ce qu'ils veulent. Ils ont à eux seuls relancé la Game Boy, qui était morte. Et d'ailleurs, c'est ce qui va encourager Nintendo à faire la Game Boy Color. Et ils disent, si vous faites une Game Boy Color, on va profiter des spécificités techniques de la Game Boy Color. Ils veulent faire un truc plus joli, plus riche, plus beau, plus... Enfin, tu vois, Pokémon or et argent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était une révolution. Pour moi, c'est celui qui a... Enfin, le jour et la nuit, je suis devenu fou. Mais déjà, avoir 2 cartouches. Oui. Déjà, c'était quelque chose de fou. On va avancer un petit peu. Donc, au Japon, ça a mis du temps à se développer, mais ça sort, etc. Nous, ça met quand même longtemps ça met longtemps, à sortir chez nous. Et c'est très japonais, parce que déjà c'est le dessin animé qui rend les enfants malades. Donc déjà, c'est hors de question que ça sorte chez nous. En plus, c'est un jeu, c'est un RPG, c'est très très japonais. Moi, c'était, je sais plus, en 98, mes collègues de Joypad, quand j'étais dans la presse jeux vidéo, me ramènent les dossiers de presse de l'E3, qui est le plus grand salon du jeu vidéo aux États-Unis. Je vois dans le dossier de presse de Nintendo Pokémon. Je fais quoi? Ça sort en Occident. Toi, tu pensais que c'était mort? Mais bien sûr. Enfin, regarde, mets-toi à ma place. C'est un RPG sur une console morte, dont tous les personnages ont des noms composés de jeux de mots en japonais.
jamais ça sort, c'est pas possible, tu vois. Surtout que pour les gens en Occident, les RPG, c'est Final Fantasy VII avec des cinématiques partout, des images de synthèse. Qu'est-ce que tu veux faire, des petits cubes qui avancent et tout, et qui s'appellent, qui ont des noms japonais intraduisibles. Ils sont complètement fous. Et en fait, ça sort aux États-Unis et ils ont mis une stratégie en place, c'est on met tout en même temps, les cartes, les dessins animés, le jeu, et en fait, Pokémon en Occident n'est pas un jeu. Il arrive, c'est déjà un univers. Oui, c'est ce que Laurent, tu disais tout à l'heure justement, c'est que on a connu tout en même temps, donc ce qui fait qu'on n'arrive même pas à dissocier le jeu des cartes de l'animé. C'est vraiment le tout. Est-ce que tu penses que justement ça va participer au succès en France? Parce qu'on l'a dit, c'est des sensibilités différentes par rapport au Japon, etc. Tu penses que tout avoir en même temps, en voyant l'animé, on avait envie d'avoir le jeu. En ayant le jeu, on avait envie d'avoir l'animé et on avait envie de jouer aux cartes. Aujourd'hui, il faut savoir quelque chose, c'est que la licence Pokémon, on peut penser que c'est le jeu vidéo qui rapporte le plus, etc. Pas du tout. Le jeu vidéo, il me semble, c'est 19% de tous les revenus globaux. Sur les 100 milliards, quand même, de cette licence, qui est gigantesque, c'est la première au monde. C'est la première avant Star Wars, avant n'importe quelle autre pour en vous parler, licence. c'est même assez drôle, c'est qu'il y a des... peut-être il y a Hello Kitty qui sont même avant des Star Wars et tout. Et 60%, c'est du licensing. C'est du merchandising, des choses comme ça. Donc il faut bien se rendre compte que vraiment ça se lie aussi dans les revenus, que dans les gains qu'a Pokémon, toute cette lame de fond sur cet univers global 360, comme on pourrait dire. Et c'est ça, vraiment, qui va faire... Après, on est aussi dans les années 90. Il y a eu Sonic avant, qui a aussi été un produit marketing, qui a été fait pour le marketing. À mon avis, Pokémon n'est pas indifférent à tout ça. Mais c'est pas n'importe qui va régler cette stratégie d'arrivée en Occident. Alors, il y a Nintendo of America qui s'occupe de la venue de Pokémon sur son territoire, mais ils vont faire appel à une société qui est au final bien connue des vieux de la vieille, qui s'appelle à l'époque 4Kids, et qui est en fait une ancienne branche d'une boîte qui s'appelait Laser Concept, qui avait été créée par le concepteur de G.I. Joe. Donc on est vraiment là sur des vieux de la vieille, des gens qui ont lancé entre autres les Cosmocats. Enfin, voilà. Du dessin animé et des jouets. Tout à fait. Voilà. Et on arrive aussi à un moment charnière avec une remise en cause de la japanimation, notamment en Europe. Pokémon arrive donc en 99. Dorothée a quitté l'antenne depuis déjà 2 ans. On a juré, nos grands dieux, que plus jamais... les dessins animés japonais, jamais. Ségolène Royal au pouvoir. Les bébés zappeurs. On aurait de la japoniaiserie à la télé. Et donc, ça explique aussi peut-être pourquoi, pendant les 3-4 premiers mois de l'arrivée de Pokémon en France, Pokémon va rester sur le câble. Ils ne vont arriver au final... C'est sur quoi, sur Fox Kids, non je sais plus, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est possible qu'en France, c'était sur Télétoon. T'es sûr? Moi, je pense que c'est arrivé... Pour moi, Pokémon, il arrive à la rentrée sur TF1. Non, il arrive en janvier sur TF1, oui, le je crois 3 qu'il est d'abord sur le janvier. câble. Il me semble que c'est Fox Kids, je suis pas sûr. Oui, t'as raison. Oui. Et justement, il va falloir attendre. Moi, j'avais 14 ans en 99, quand arrive la vague Pokémon. J'étais pas très jeu vidéo, j'ai plutôt découvert les cartes, parce que j'étais collectionneur de cartes magiques. Et cette claque de découvrir ce que j'achetais dans ma petite boutique, dans mon petit boui-boui, où on faisait des tournois dans les arrière-boutiques, bam, sur TF1, un 3 janvier à 10h du mat, avec toutes les pubs possibles et imaginables. On s'est vraiment retrouvé face à un rouleau compresseur. Je me souviens, la mairie de mon quartier avait fait un joli tag fait par une asso, et les promoteurs de Pokémon avaient collé des affiches un peu dégueulasses dessus, en mode ça arrive fin octobre, vous allez voir, ça va être génial. Et on était là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça a été une claque totale qui nous a poussé, je pense aussi, à aller dans les magasins de manga. On n'y allait plus trop, ou en tout cas c'était vraiment le tout début, pour avoir des produits exclusifs, chose qu'on n'avait pas vue peut-être depuis la fin de Dragon Ball. Donc oui, ça a été une espèce de boom, un renouveau bien plus large que simplement cette licence. Je pense que tout le monde a profité de Pokémon dans ces années-là. Ça a été complètement dingue. Ouais. Et puis alors, il faut savoir aussi que il y a eu énormément d'argent et d'énergie qui ont été mobilisés pour faire oublier que c'est le dessin animé qui rend les enfants malades. Tout a été complètement refait aux États-Unis. Alors, toi, tu as listé tout ce qui a été changé, mais le dessin animé américain n'a plus grand-chose à voir avec l'original japonais.
à part que Pikachu dit Pika Pika et que les histoires sont à peu près les mêmes. Mais on le voit aussi dans la communication de base avec les publicités. On a des publicités japonaises et américaines qui sont très innovantes, mais complètement différentes. Je vous propose d'en regarder quelques-unes pour qu'on rigole un petit peu. ねえねえ、私のポケットモンスターと勝負しない？あんた誰？モンスター全部で150種類。通信ケーブルでモンスター取り替えっこ。スーパーゲームボーイならカラーで綺麗。仲間が増えるロールプレイング。ポケットモンスター。赤を買うか緑を買うかちょっと違うよ。Hey, little buddy, want a ride? Pikachu! Yeah, whatever. I'll be right back. Where can you catch all 150 Pokemon? Yeah. On your Game Boy, that's where. Pokemon for Game Boy is here. With both packs, you can catch them all. Donc là, on voit... Impensable aujourd'hui. Impensable aujourd'hui. Non, mais on voit la différence de traitement dans les deux publicités. On a quelque chose d'un peu mignon au Japon, etc. Absurde. Absurde, voilà. Et on a quelque chose aux États-Unis beaucoup plus agressif. Carrément, ils veulent broyer des Pokémon, quoi. On était encore dans les années 90, dans les années H-C, comme on dit. C'était les années sport extrême, Mountain Dew, skateboard et tout ça. Aujourd'hui, non, c'est beaucoup plus politiquement correct, c'est beaucoup plus encadré aussi, Pokémon. Hein, aussi, on pouvait compliquer de montrer des images du jeu, donc on est obligé d'être un peu créatif. Aujourd'hui, on montre un trailer, voilà, ça suffit, mais là, il fallait... Laurent, comme Greg disait, toi, tu as listé un petit peu les différences. Il y en a énormément. C'est quoi les différences? Les remplacer, par exemple, les nourritures, les petits onigiri, vous savez, les petites boules de riz, ils les ont remplacés par des hamburgers. Voilà, parce que c'est les ricains, parce que voilà, c'est l'Occident. C'est plus universel. Voilà, c'est... Mais effectivement, ils ont vraiment fait ça un produit marketing. D'ailleurs, on disait la fin des mangas, les bébés zappers, tout ça. J'ai jamais vu quand j'étais petit. Pour moi, c'était pas un manga. C'était pas un manga, c'était un dessin animé occidental entre guillemets. C'était pas un animé, c'était vraiment. Et justement, on l'a pas vendu comme un animé. Mais non, surtout pas. Moi, je me disais, mais c'est américain, parce que je suis passé complètement à côté, j'avais déjà 18 ans. Je me disais, mais qu'est-ce que... À part qu'ils aient des grands yeux très stylisés japonais. Tu le vois pas, parce que les musiques ont été refaites, les génériques ont été complètement refaits. Il y a des épisodes entiers qui ont été zappés ou censurés. C'est-à-dire, par exemple, tous les épisodes où il y avait des armes à feu, ils ont été supprimés. Parce que dans le monde merveilleux des Pokémon, tu peux pas régler les trucs avec les flingues. Pareil, des épisodes un peu sexy. Tu as notamment un épisode de la première saison où il y a un concours de bikini et où, en fait, alors, il y a la Team Rocket, hein, tu as James qui se travestit. Donc, tu as James qui a un corps de femme. Et il est en bikini et il va voir Ondine qui n'a pas beaucoup de poitrine et il fait comme ça. Ah, t'as vu, j'en ai des plus gros que toi, comme ça. Voilà. Donc ça, pareil, coupé, tu ne verras jamais ça. Et il y a pas mal de choses comme ça qui sont censurées ou transformées, évidemment, transformer les boulettes de riz en hamburgers, les baguettes en fourchettes, et même toutes les musiques sont refaites. Et on parle de l'arrivée en France, etc. On parlait tout à l'heure des polémiques qu'il y a eu avant l'arrivée. Comment c'est reçu en France Pokémon à son arrivée? Essentiellement par le prisme de la folie des enfants, en fait. La Pokémania. La Pokémania, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a connu avec Goldorak, par exemple, 20 ans plus tôt. Donc les parents sont là, ils comprennent pas, mais ils acceptent. Tu parles de Goldorak, on parle même pas de Dragon Ball, du coup. Moi, je passe directement Dragon Ball, ça a été un boom silencieux, oui. Mine de rien. Ça a été très, très puissant, mais personne n'en parlait, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu... Quand Dragon Ball a été diffusé en France, ça a été très, très puissant, ça a marqué les gens. Il n'y avait pas de merchandising, il n'y avait personne qui était là pour... jeux vidéo. Il y avait un peu de jeux vidéo, mais à part nous, les magazines de jeux vidéo qui faisions des couvertures Dragon Ball, personne n'avait senti le truc. Carrefour ne faisait pas de t-shirt Dragon Ball comme ils en font aujourd'hui. Les figurines de Dragon Ball n'étaient pas distribuées officiellement à Jouet Club, tu vois, ça n'existait pas. Donc c'est là la vraie différence entre... Alors que Goldorak, si. Goldorak, tu avais des ayants droit. Il y a eu un vrai...
boom national autour de Goldorak, et il y a eu un vrai boom national autour de Pokémon. Excuse-moi, c'est pour ça que je posais la question. Mais tu fais bien. Et justement, c'est la même folie, mais du coup, on se méfie toujours. Les parents vont dire, nous, quand même, Thierry Lafronde, c'était des trucs intéressants. Au moins, c'était l'histoire de France. Ouais, je pense qu'on a à peu près tous le même. Souviens-toi, c'était satanique. Oui, voilà. Alors, il y a eu ces fameux Pokémon sataniques, et puis surtout, ça coûte cher, en fait. On se rend compte que on est face à des monstres de poche dont la moindre sacoche va valoir à l'époque 200 ou 300 francs. On peut baver très longtemps devant les publicités qu'on trouvait dans le Joypad, entre autres, et dans tout ce qui était magasin d'import. En gros, c'est pour ruiner les enfants. Mais on est clairement dans du vol d'argent de poche, ouais. Il y a les cartes, il y a les jeux vidéo, il y a les dessins animés. Je ne sais plus si c'est La Croix ou Télérama qui avait écrit La menace Pokémon. Enfin, c'était... Ouais. Voilà, c'est une fois de plus, les marchands du temple viennent arracher l'argent de tes enfants. L'un des soucis rencontrés, c'est l'arrivée des Pokémon dans les cours de récréation, et notamment avec les cartes Pokémon, et la notion d'argent, en fait, puisque un paquet de cartes Pokémon coûte au moins 30 ou 35 francs à l'époque. Donc il y a 8 cartes dedans, ça veut dire que chaque carte coûte un peu moins de 6-7 francs. Il y a des plus rares. Alors, est-ce que mon gamin va se faire avoir et va se faire piquer son Dracofeu sérien extrêmement rare, ou est-ce que, au contraire, c'est lui qui va piquer les cartes des autres? Je suis tombé sur un vieux reportage assez marrant où on voit un instit qui est vraiment le modèle de l'instit des années 90 avec le petit collier de barbe et la petite sacoche en cuir, qui explique qu'une carte s'est vendue 150 francs et que, ça s'est arrangé. On a prévenu les parents et ça n'arrivera plus jamais. Bon. Il les confisquait. Oui. Il faisait des petites fortunes sur le dos. Moi, je m'en souviens, j'ai plus de cartes Pokémon. C'est vrai, toi, tu jouais à l'école et Ah oui, on se les échangeait, c'était la folie. Mais bon, les profs, ils aimaient pas ça et c'était interdit. C'est comme les Tamagotchi à l'époque, ils les confisquaient. Mais c'est à quel moment qu'on parle de Pokémania? Dès le début, justement. Parce que là, on voit c'est dans les cours de récréation. Ça explose très très vite. Avant même qu'au final, on ait le dessin animé, en fait. C'est vraiment arrivé à la rentrée 99, aux alentours du mois de novembre. Les libraires n'arrivent plus à avoir de cartes. On sait que, par exemple, des boîtes de boosters sont réservées parfois 3 mois à l'avance. Il y a quelques archives rigolotes où on voit des vendeurs d'époque qui expliquent qu'une boîte de 36 boosters met à peu près 4 minutes à être vendue à l'unité. Donc on a vraiment... on est dans la fièvre, en fait. On est presque dans la course aux jouets. Tout le monde veut des cartes Pokémon. Il va y avoir des trafics de fausses cartes. La douane est un peu partout, est obligée d'aller vérifier. Dans le 13e. Dans le 13e, entre autres. Tu as tous les gens qui font venir les cartes chinoises imprimées. Alors, tu as tous les experts qui regardent, genre, non, ça c'est imprimé laser. Oui, on en est là. Oui, on en est là, dès le début. On allait dans les petites boutiques, moi je m'en souviens, il y avait plein de jeux Pokémon, c'était des faux évidemment, le Pikachu il était déformé et tout, mais on achetait quand même parce que voilà, on avait un petit jouet Pokémon, notre maman voulait pas acheter le vrai jouet, d'ailleurs il était très cher. Voilà, il était très cher et c'était compliqué parce qu'il partait vite, donc on allait vraiment dans les petites boutiques chercher notre petit morceau de Pokémon, même si la carte elle faisait ça, même si tu vois, c'est... Et puis c'est prêt, puisque ça faisait déjà 3 ans que ça avait explosé au Japon et 1 an que ça avait explosé aux États-Unis, donc tu te doutes bien que les faussaires chinois ils étaient au taquet et que le Pikachu avec les yeux qui disent merde à l'autre, ils en avaient déjà un camion entier pour le Japon. Donc hop, ils ont balancé aux États-Unis, ils ont balancé en Europe, et tu les avais. Au moment de la sortie du jeu, les produits pirates étaient déjà là. Donc on a un boom immédiat en France qui va durer, on le voit aujourd'hui, mais qui va aussi un petit peu s'éteindre à un moment donné. C'est le grand gap entre or et argent et rubis saphir. Parce qu'or et argent, on ne l'a pas abordé, mais ça gros succès, ça marche aussi très bien. Or et argent, il est lancé par Alain Chabat à la Tour Eiffel, je me souviens. Magnifique. Alors avant de parler d'Alain Chabat, qu'on aime, on va maintenant parler de la longévité de Pokémon. Tu nous disais Alain Chabat. Qu'est-ce que fait notre Alain Chabat d'amour là-dedans? Eh bien, tu as une vidéo d'archives où tu vois justement le lancement de Pokémon Or et Argent au pied de la Tour Eiffel, où ils ont invité des fans de Pokémon à venir pour se réunir, pour faire un événement. Et il y a Alain Chabat qui est là.
et qui explique à la caméra, ouais, Pokémon, c'est super, c'est passé dans le langage courant. Moi, quand j'ai la chiasse, je reviens des toilettes, je fais, oh là là, j'ai lâché un ronflex niveau 50. Et du coup, Alain Chabat s'est complètement approprié les codes de Pokémon. C'est assez surréaliste, mais tu vois que ça a traversé toutes les couches de la société. Et oui, on a des parodies à la télé, je pense au Nous c'est nous par exemple, tout le monde parle des Pokémon, que ce soit en bien, en mal, en neutre, tout le monde en parle. Et ce qui est assez fou, c'est que les Japonais à la base étaient persuadés que le produit était trop japonais. Donc après Or et Argent, pour eux, c'était fini. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils s'en rendent compte, là, qu'ils sont assis sur une mine d'or, Laurent, non? Ils voient bien, là. Ils voient que ça touche les États-Unis. C'est un succès énorme. Ça touche l'Europe, l'Occident, même, par extension, vraiment. C'est un carton. Donc, c'est plus japonais. Alors, peut-être que mes collègues vont pouvoir compléter, mais c'est vrai qu'à partir à la fin d'Or et Argent, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand gap. Je m'en souviens, moi, sur les sites de jeux vidéo de l'époque, c'était en mode, il commençait à baisser. D'ailleurs, les gens s'intéressaient un peu moins à Pokémon. Et il me semble que le personnage providentiel là-dedans, ça va être Masuda. Peut-être que vous allez pouvoir développer là-dessus, qui va plutôt moins sauver cette licence en l'adaptant sur Game Boy Advance avec Ruby Saphir qui va arriver et qui va relancer la série qui était sur la fin. Parce qu'en fait, Pokémon était aussi lié au destin de la Game Boy. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le dessin animé tourne en rond. C'est-à-dire que ça fait déjà 6-7 ans que tu vis sur les mêmes Pokémon. Au bout d'un moment, tu vois, à chaque épisode du dessin animé, il en rencontre à nouveau. Bon, il n'y en a que 250. Donc, au bout de 250 épisodes, tu rencontres les anciens. C'est compliqué de se renouveler. Et donc, en fait, même si Pokémon existe énormément par les cartes, par le dessin animé, par le manga, les t-shirts, etc., tout part du jeu. C'est le jeu qui va créer les nouvelles créatures, qui va créer les nouvelles régions, les nouveaux personnages. Tout va être tiré du jeu. Pas de nouveau jeu, la source est coupée. Tu peux indéfiniment aller au village des Pikachu. Ça, au bout d'un moment, les gens en ont marre de voir 5 fois la même histoire. Donc, Masuda, justement, va dire, on va relancer un dernier jeu, ça va être le Ruby Saphir, et ce sera le dernier. C'est-à-dire qu'ils vont faire le Pokémon ultime sur Game Boy Advance, et ce sera donc Pokémon Ruby Saphir, qui est un jeu vraiment très très ambitieux. On va mettre tout ce qu'on peut dedans. Voilà. Ça fait des temps de développement, c'est long. Et ça, c'est long, encore une fois, mais ça marche au-delà. Comme c'est le dernier en plus, tu as déjà... Tout le monde y croit, au fait que ce soit le dernier. En fait, tu as déjà des jeunes adultes qui ont joué au premier, qui disent « Ah, il y a le dernier Pokémon, oui, il faut que je lui rende hommage et tout ». En plus, il est devenu vachement beau, parce que la Game Boy Advance, c'est une belle machine qui propose une Super Nintendo portable. Voilà, qui propose des beaux graphismes. On est au top, en plus du pixel art. Enfin, c'est vraiment très, très beau. Et puis, tu as plein de possibilités. C'est-à-dire que tu avais un adaptateur, tu n'avais plus besoin du câble. Tu avais un adaptateur où tu pouvais transférer les Pokémon sans fil. Alors, c'était l'infrarouge. Tu pouvais les stocker sur la GameCube. Enfin, tu avais une interaction en plus avec la GameCube. Tout était fait vraiment. Tout était fait. Tout l'environnement était là pour que ce soit merveilleux, formidable. Tout gravitait autour de Pokémon, finalement. Et donc, voilà, forcément, nouvelle saison du dessin animé avec des nouveaux personnages qui renouvelle le truc, c'est-à-dire qu'Ondine se casse et c'est une nouvelle héroïne qui arrive. Pareil, qui dit nouveau Pokémon, dit nouvelle carte. On peut enfin sortir des nouvelles cartes, ça change beaucoup de par trucs. extension, c'est un ruissellement. Oui, parce qu'il y a des nouveaux Pokémon, mais il y a aussi donc, des nouvelles attaques. Donc les nouvelles attaques, ça implique des nouvelles règles. Et donc les nouvelles règles permettent d'améliorer le jeu de cartes, d'améliorer le jeu vidéo. Et puis évidemment, tout le monde veut le nouveau Pokémon. Sur son t-shirt, sur la peluche, sur le machin. Alors malheureusement, il nous reste que très peu de temps parce qu'on le sait, on ne peut pas traiter Pokémon en 1 heure, évidemment, dans son ensemble, dans sa globalité. D'ailleurs, tu as fait de très bonnes vidéos également dessus, Romain, et évidemment sur la chaîne de Laurent également. Mais on voit que c'est un succès qui perdure, malgré, on l'a dit, il y a des moments de flottement, mais je pense qu'on a atteint un niveau incroyable. Il y a eu l'avènement Pokémon Go qui a touché tout le monde, qui a été pour moi j'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que c'était inédit. Vraiment un jeu vidéo qui rassemble toutes les couches de la société, peu importe les âges, peu importe leur métier, peu importe leur apparence.
On n'en avait rien à cirer, tout le monde était rassemblé, tous ensemble. C'est un jeu qui existe encore, où il y a encore beaucoup de joueurs. Ils ont fait leur meilleure année. Dont toi, Greg, hein. Moi, j'y joue toujours, et c'est assez paradoxal, mais 2020, c'est l'année du confinement, c'est l'année où Pokémon Go a gagné le plus d'argent. C'est fou. Alors que Pokémon Go, c'était exactement l'inverse. Dans mon esprit, c'est on sortait, on se retrouvait dehors, on allait jouer ensemble, etc. Maintenant, il y a un truc, avant de terminer l'émission, qui est très important pour moi, c'est l'importance et l'impact culturel de Pokémon. Parce qu'aujourd'hui, Pokémon, c'est pas seulement un jeu vidéo, pas seulement un manga, pas seulement un animé, pas seulement des cartes, c'est devenu iconique. Oui. Et si, la grande question, c'est et si Pokémon n'était jamais sorti, qu'est-ce que ça a tout changé? Est-ce que la Game Boy, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de Game, enfin peut-être pas de Game Boy Color, il y aurait peut-être eu la Game Boy Advance bien en avant. Tous les animés en France, est-ce que ça aurait été relancé autant? C'est ça qui est impressionnant, quoi. Cette licence porte vraiment tous nos univers, l'univers des grands, quoi, des grands enfants. Énormément de choses. Ouais. Ça a été la première grosse licence japonaise à conquérir mondialement et de manière multimédia depuis Star Wars, en fait. Ça a été la première fois que les Japonais ont réussi autant à s'imposer partout. Et on le voit même avec Pokémon Go, ils ont réussi à s'imposer sur le téléphone portable. Alors qu'à la base, Pokémon Go, ils s'y attendaient pas du tout. C'était juste un petit projet pour fêter les 20 ans de Pokémon. On l'a bien vu, le premier jour, tous les serveurs ont sauté. C'est incroyable. C'était inattendu. Et d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est que Pokémon Go, alors je dis pas que Pokémon était en danger, mais Pokémon était vraiment vieillissant au Japon. Autant en Europe et aux États-Unis, ça restait fort, autant au Japon, ils souffraient beaucoup de Yokai Watch, qui pourtant aujourd'hui n'existe plus, tu vois. Donc on voit aussi que Pokémon, ça, on fête les 25 ans au Japon cette année, on voit qu'ils ont vraiment réussi à faire vivre la licence, à la faire perdurer. Ça, c'est un vrai talent. Et Pokémon Go a vraiment remis Pokémon sur le devant de la scène. Grâce à Pokémon Go, tu as énormément d'adultes qui ont redécouvert Pokémon. Avec pourtant des jeux qui innovent très peu. C'est ça qui est beau. Enfin, on peut le dire quand même, les jeux, c'est pas des révolutions à chaque fois. Et pourtant, la série arrive encore à se réinventer, mais grâce un petit peu par les gens qu'il y a autour, quoi, par les autres canaux médias, pas la communauté bien sûr, mais les autres canaux médias, etc. Et c'est ça qui est beau. Et aujourd'hui, voilà, Pokémon Go, on s'en souvient tous, les courses effrénées dans les parcs, etc. Oui, moi, je pense vraiment que ça a sauvé la licence. Je ne vais pas vous mentir. Après, là, on peut rentrer peut-être dans de la vie personnelle, mais le jeu se vendra toujours bien. Mais il y a quelque chose qui porte à la hype, qui porte à l'amour qu'on a pour une série. Et vraiment, en ce moment, c'est les cartes qui reviennent. Oui. Il y a eu David Lafarge avait plus ou moins porté ce mouvement de fond. Il y a eu un petit mouvement là. Et avec c'est Logan Paul, c'est un gros youtubeur américain qui s'est mis à collectionner des cartes. Et là, on est vraiment dans la spéculation complète. C'est des cartes qui valent des centaines. Il n'y a pas un rappeur qui a acheté Dracofeu $100 000, un truc comme ça? Il y a eu quelques histoires rigolotes. Et là, donc, vague de fond sur les cartes en ce moment. Donc, vous le savez, ça va revenir dans le cours de récré si c'est pas déjà revenu. C'est ça qui est beau. C'est jamais parti, genre. Il y a une boîte vendue $375 000 en octobre qui s'est révélée être un faux. Donc, il y a du faux. Soyez prudents. Mais là, il y a les faux Rembrandt, les faux Pokémon. Mais là, aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde connaît Pokémon. On l'a même pas dit, mais on a même eu le film Détective Pikachu, qui a été un succès, et qui est un film de très bonne qualité. Qui est vraiment sympa. Moi, j'ai vraiment aimé. On a eu avant les films animés au cinéma également. Aujourd'hui, on a eu des avions, même Pokémon. On a de tout. C'est-à-dire que l'impact culturel, l'empreinte culturelle est telle, c'est que quelqu'un qui n'a jamais regardé l'animé, qui n'a jamais joué aux jeux vidéo, qui n'a jamais joué aux cartes, connaît forcément Pikachu. Bien sûr. C'est une notoriété qui est du même niveau que Dark Vador ou Superman ou Mickey. Ça, c'est le Disney japonais. Alors, on compare Mario aussi un petit peu à Mickey. Est-ce que Pikachu est plus fort que Mario, du coup, pour les Japonais? Ça dépend chez qui. Je pense qu'il peut lui servir de modèle. Sur les 25 plus grosses licences mondiales, 9 sont japonaises, 12 sont américaines et 4 sont anglaises. Donc on est vraiment sur une montée, d'un bloc japonais ultra puissant. Je pense que Pokémon a servi de modèle pour toutes ces autres licences. Oui. Certaines sont encore
totalement inconnus chez nous, je pense à Ant Man, d'autres mériteraient d'être encore plus connus. One Piece est 20e, je crois. On peut espérer qu'il monte encore quelques années. Au détriment de Greg, qui est un grand fan de One Piece. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un élément de politique japonaise, Pokémon et toutes les licences dont on vient parler, c'est le Cool Japan, il me semble. C'est presque, c'est pas militaire, on va pas dire ça comme ça. C'est power, voilà, exactement. C'est ça. Les Coréens ont la K-pop, le Japon a Pikachu. Et nous, on a le camembert. Ouais. C'est bien ça. Et quel est rapidement, quel est le futur de Pokémon? Parce qu'on l'a vu, tout dépend du jeu vidéo. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore se dire que tout son futur est conditionné par de futurs jeux vidéo? Moi, je ne le vois pas changer de fonctionnement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est sur Pokémon Épée et Bouclier, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Donc on rentre dans la 2e année d'exploitation de Pokémon Épée et Bouclier. On est dans ce qu'on appelle un milieu de cycle de génération Pokémon. Donc voilà, le dessin animé continue. Il y a déjà eu 2 films tirés de Pokémon Épée et Bouclier. Alors le Covid a un petit peu bouleversé tout ça, parce que le film qui sort traditionnellement en été est sorti en décembre, donc je pense que toutes les prods vont glisser. Les cartes se basent sur le jeu. Alors, par contre, ce qui a changé, c'est la manière même de consommer le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'avant, tu avais une génération de jeux, et 1 ou 2 ans après, tu avais un nouveau jeu, mais qui prenait part dans la même génération. C'est-à-dire, par exemple, tu avais Or et Argent, puis après, tu avais Cristal, tu avais Rubis, Saphir, et puis après, tu avais Émeraude, etc., etc. Et là, tu n'as plus ça, en fait. Là, tu as eu Pokémon Épée et Bouclier, et un an plus tard, tu as eu les 2 extensions, tu as eu 2 DLC. Comme un vulgaire Call of Duty, quoi. Et alors, pour les parents, c'est plus pratique, parce que tu fous 20 balles au lieu de racheter une cartouche. Mais après, il y en a aussi qui peuvent être déçus de se dire, c'est pas une renouvelle aventure. Je sais pas comment ça se passe dans ta commu, mais... je pense qu'on a tous été traumatisés. Alors, c'est peut-être un petit peu trop précis, là, mais après Soleil et Lune, ils ont fait Ultra Soleil et Ultra Soleil, Ultra Lune. C'était le même jeu, et c'est pas passé. C'est pas passé. Et c'est bien vendu, hein, évidemment, mais je pense qu'ils le voient sur les graphes que le marketing des années 90, ça marche plus pareil aujourd'hui. Enfin, avec Internet, etc., on est obligé de changer les modes de fonctionnement. Et peut-être que Pokémon met un peu de temps quand même à faire des changements. Et on le voit, il y a quand même beaucoup de bouleversements au sein de la saga, enfin de comment c'est structuré. On a vu Game Freak s'est rapproché de Nintendo, ils sont allés dans leurs locaux. Il y a eu quand même... ils ont essayé de faire un Breath of the Wild, pour situer en gros Zelda, c'est le gros jeu de Nintendo qui a plus ou moins révolutionné sa propre saga. Pokémon a essayé de faire pareil avec son dernier opus, c'est pas aussi bien passé. Il y a des challenges techniques pour Pokémon, il y a des challenges d'innovation qui doivent réussir à passer, et on espère qu'ils y arriveront, parce que sinon... Mais j'ai envie de te dire, on espère, et ça va être le mot de la fin. On espère encore de belles choses pour Pokémon, parce que je pense que c'est une saga qui n'a pas fini de nous faire rêver, et de faire rêver aussi les futures générations. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Merci évidemment, beaucoup. je précise. Pika Pika. On n'a pas pu être exhaustif, mais ça, on le savait déjà. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.